Trop chouette. Eh ben, écoutez, je suis hyper contente de vous retrouver ce midi pour un nouvel Indie Club. Aujourd'hui, on accueille Victor et on va parler du marché carbone volontaire. Donc voilà, un sujet qui est hyper important, surtout que là, Victor va pouvoir nous montrer aussi un cas concret qui a été mis en place par Raise. Donc ça va vraiment permettre de pouvoir mettre un exemple derrière et pour comprendre la logique et la mise en place et tout ce que ça comprend. Mais juste avant de donner la parole à Victor, j'aimerais savoir qui est connecté avec nous aujourd'hui. Donc je vais vous mettre un petit sondage. Hop, un petit sondage à droite, vous avez un onglet sondage et donc vous allez pouvoir aller me dire sur quel rôle vous êtes. Est-ce que vous êtes market, finance, RSE? Est-ce que vous êtes en transition pro euh, ou quoi? Donc voilà, donc on se rend un petit peu compte qui est connecté avec nous aujourd'hui. Euh, alors je vois des personnes qui mettent autre. N'hésitez pas à nous mettre un petit message dans le chat pour nous dire ce que vous faites. Et puis, si vous voulez nous dire aussi ce que vous attendez un peu de ce webinaire, en fait, pourquoi est-ce que ça vous concerne, le marché carbone volontaire? Qu'est-ce que vous essayez de craquer? Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de mettre en place dans votre entreprise? Euh, Dites-nous un petit peu. Donc, je vois qu'on a un peu de tout, marketing, direction générale, en transition pro, et beaucoup de autres. Donc, beaucoup de personnes qui devraient nous dire dans le chat ce qu'ils font, pour qu'on en sache un peu plus. Moi, je vous laisse écrire pour ceux qui veulent bien se présenter, et moi, je continue. Euh, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, vous êtes aujourd'hui chez Indigo. Indigo, c'est l'école de la responsabilité. Donc, habituellement, les Indie Clubs, qui sont nos webinaires, sont organisés par Oriane, qui a décidé d'attraper le Covid. Voilà, ça existe encore en cette période, mais bon, du coup, elle était en train de se reposer et de reprendre des forces. Euh, mais du coup, c'est moi aujourd'hui qui anime cet Indie Club euh, avec vous. Et du coup, je suis Flavie, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, pour vous présenter rapidement Indigo, donc comme je vous disais, c'est l'école de la responsabilité. On a une conviction qui est forte, qui est que on n'a pas besoin forcément de changer complètement de métier pour être plus responsable, et qu'en fait, la manière dont on va faire avancer voilà notre entreprise et puis la planète et d'une manière générale, ça va être en changeant nos manières actuelles de faire et en implémentant de la responsabilité dans notre métier qu'on exerce. Et donc pour ça, on va avoir des métiers qui vont, des formations pardon, qui vont aller sur tous les métiers. Donc on a marketing, on a de la finance, des achats, le consulting, les DSI, voilà, pour les rendre plus responsables. Et aussi on a une formation qui est un peu notre produit phare, c'est le premier programme qu'on a lancé, qui est construit pour devenir pilote de la transition climat. Euh, et voilà, parfait. Donc l'objectif, c'est vraiment de savoir manager une stratégie climat dans une organisation. Et comment on fait ça? On va commencer par vraiment comprendre ce que ça veut dire dans une organisation, d'embarquer une organisation dans une transition climat. Comprendre en fait qu'est-ce que ça va toucher, qu'est-ce que ça va changer, comment est-ce qu'on fait pour embarquer tout le monde dans une conduite du changement. Et ensuite, on va passer par un bilan carbone pour faire un état des lieux, avoir la bonne méthodologie, et ensuite on construit un plan d'action. Donc, qu'est-ce qu'il faut aller changer? Comment est-ce qu'on travaille avec les différents départements pour les embarquer et construire un plan d'action qu'on est prêt à mettre en place. Donc, pour les profils, on a beaucoup de profils qui sont en reconversion, qui souhaitent pardon, changer d'entreprise, changer de métier et vraiment devenir pilote de transition climat. Et après, on va avoir des consultants et des consultantes qui en fait veulent ajouter cette corde à leur arc dans leur offre. Vous avez un petit aperçu des personnes qui interviennent à la formation et je vais vous mettre tout de suite dans le chat un petit lien vers le programme pour ceux qui souhaitent y jeter un coup d'œil pour voir. En fait, vous aurez le détail de chaque session, les intervenants. C'est en cours du soir et 100% en ligne, donc c'est plutôt construit pour que vous puissiez le suivre en même temps si vous êtes en emploi. Je vous donne tout de suite notre prochain rendez-vous. Vous êtes peut-être arrivé via Meetup. Si ce n'est pas le cas, je vous remettrai aussi le lien dans le chat. Mais du coup, lundi prochain, on accueille deux speakers de folie, Ludovic et Émilie, pour un sujet sur la transformation numérique responsable. Quel est le rôle pour les DSI, la data digitale? Et c'est une interview qui sera menée par Gaël, qui est le host du podcast Grigno. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais peut-être que ça vous parle. Et pour le coup, c'est en présentiel et ça se passera sur le campus de Indigo. Petite question pour vous. Alors, j'ai vu que pas mal de personnes s'étaient présentées dans le chat, donc on va pouvoir regarder ça. Et aussi, est-ce que vous pouvez vous mettre une note de 0 à 5 sur votre compréhension de ce que c'est que la compensation carbone? Comme ça, avec Victor, on va pouvoir évaluer un petit peu
quelle est notre audience et à quel point il va falloir vulgariser le sujet. Si vous mettez tous 5, on arrête, on part en pause déj. Et si vous mettez 0, on va faire un double effort de vulgarisation. Mettez-nous dans le chat et j'en profite pour regarder. Donc Charlotte, tout juste diplômée Master 2 en recherche de job idéalement RSE, trop bien. Mathilde, année d'exploration vers un avenir plus vertueux. Donc toi peut-être un cas de figure en transition professionnelle si je comprends bien. Gabriel, tu es ingénieur directeur de l'innovation. Ok, intéressé par l'approche de RISE, trop bien. Hop, je vois aussi responsable méthode et projet dans l'ESS, tu connais bien RISE. Ok, oula, il y a plein de messages donc je peux plus lire en dessus. Ok, je vois un peu les notes que vous mettez. On a des 2, des 3, on a un 6. On a un 6, donc gros défi pour toi, Victor. Des 4, des 2, 5 sur 5 après avoir mangé les méthodologies Vera, Gold Standard, B-Carbon et plus, trop bien. 5 sur 10. Ok, trop bien. Donc, on a un peu de tous les niveaux globalement. Et je vois qu'on a aussi beaucoup de métiers différents, donc c'est très chouette. Comme ça, on va pouvoir voir comment est-ce que ça se traduit dans les différentes vies pro. Si ça vous va, je vais couper mon partage. On va pouvoir écouter Victor à fond. Et surtout, si vous avez... Ah, Mathilde, tu croyais que c'était sur 10. Effectivement, parce que 6, c'était une très, très bonne note. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Moi, je garde les 2 yeux dessus. Et comme ça, on va pouvoir tous écouter à fond, t'écouter, Victor. Donc, très heureuse, en tout cas, que tu sois avec nous pour cette heure. Et je te laisse commencer. Eh bien, merci Flavie et merci à tous de vous être présentés. C'est hyper intéressant de voir la diversité des profils. J'en vois qui sont spécialistes agronomie, d'autres spécialistes crédit carbone et d'autres en transition. Donc, on va devoir adapter le niveau de vulgarisation. En tout cas, le but du jeu, c'est qu'on puisse échanger. L'idée de cette présentation, elle est en 3 temps. Un premier temps sur de quoi on parle quand on parle de marché carbone volontaire et de crédit carbone. Peut-être un peu préciser la terminologie et tout ce qu'on entend par ces termes-là. Donc, il y en a pour qui ça sera déjà très clair, d'autres qui pourront poser des questions. Ensuite, du coup, vous montrer un exemple concret d'un acteur de ce marché volontaire du carbone qui est RISE, dont je fais partie. Et ensuite, un cas encore plus concret d'une entreprise, d'un de nos clients, Immedia Center, qui devaient être présents aujourd'hui malheureusement pour s'exprimer, mais qui n'ont pas pu. Donc, je vais me faire leur porte-voix pour expliquer un peu quel intérêt pour les entreprises de s'engager dans ces stratégies bas carbone et plus largement la contribution, qu'est-ce qu'on vient chercher et comment ça se passe. Voilà, un petit peu, vu que l'objectif qui m'avait été donné par Flavie et Oriane était d'avoir quelque chose de concret pour que tout le monde puisse s'y identifier. Moi, ce que je propose en termes de questions-réponses, vu que les 3 parties sont assez distinctes, c'est qu'on fasse une pause à la fin de chaque partie et qu'on puisse échanger directement sur chacun des sujets. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat et puis je ferai une pause pour y répondre. Donc commençons par le commencement, très rapidement. C'est quoi l'histoire des marchés carbone ? D'où ça vient ? Donc il faut savoir que c'est assez ancien, puisque c'est né suite au protocole de Kyoto en 97. Et par marché carbone, on entend, c'est un terme générique qui englobe l'ensemble de tous les mécanismes et instruments financiers qui vont avoir pour objectif de stimuler l'action climatique. Donc là-dedans, il y a pas mal de choses, dont les crédits carbone, mais pas que. Donc c'est quelque chose qui existe et qui vit depuis 97, mais je dirais qu'il a plutôt explosé et grandi en importance, que ça soit médiatique, que ça soit en termes de précision, de réglementation, en termes de volume, de nombre d'acteurs, depuis les accords de Paris en 2015, où là, il y a vraiment une importance, une accélération qui a été notée. Voilà. Donc, là, on est au niveau très basique. C'est quoi un crédit carbone ? De quoi on parle ? Pardon. Avant de parler de crédit carbone, je vais parler de marché volontaire. Donc, je veux tout de suite faire une distinction que souvent on ne fait pas. C'est quoi le marché volontaire par rapport au marché obligatoire ? Souvent, quand on parle de crédit carbone, la plupart du temps, quand j'en parle, on me parle des droits à polluer. Or,
ici, quand on parle de marché volontaire, on parle vraiment d'autre chose. Les droits à polluer, ça se situe plutôt sur le marché obligatoire. Donc, le marché obligatoire va englober tous les mécanismes qui visent à contraindre les entreprises ou les États à répondre à un certain cahier des charges, à une certaine réglementation vis-à-vis du carbone. Donc, ce qui est le plus connu, ce que tout le monde connaît, ça va être ce qu'on appelle l'Emission Carbon Trading Scheme, donc, qui consiste à avoir des entreprises moins polluantes qui peuvent revendre un droit à polluer à des entreprises plus polluantes et qui sont contraintes, en fait, les entreprises sont contraintes de répondre à ce cahier des charges-là et peuvent du coup trader si elles sont mieux disantes par rapport à celles qui sont moins bien disantes. Sachant que ça concerne du coup plutôt des entreprises bien spécifiques sur les secteurs de l'énergie, de l'industrie lourde, etc. Donc, c'est vraiment, on est sur le compliance market, donc c'est des entreprises qui, par obligation, ou des États qui, par obligation, entrent dans les mécanismes du marché carbone obligatoire. Et nous, on va parler aujourd'hui du marché carbone volontaire. Donc, le marché carbone volontaire, c'est ouvert à tout individu, collectivité ou entreprise qui veut, sur la base du volontariat, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé par une réglementation, contribuer à l'effort climatique. Donc, via le financement de projets qui permettent de stocker du carbone ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, l'instrument principal, il y en a d'autres, mais l'instrument principal qui anime ce marché, c'est ce qu'on appelle le crédit carbone. Un crédit carbone, du coup, de quoi on parle exactement ? Un crédit carbone ou certificat carbone, il y a plusieurs dénominations, mais finalement, on parle de la même chose. Un crédit carbone matérialise une tonne d'équivalent CO2 qui est soit non émise, donc qui correspond à une baisse d'émissions, soit séquestrée dans un puits de carbone, dans une forêt, dans un sol agricole, par exemple. Et donc, l'idée, c'est qu'on va avoir des porteurs de projets environnementaux, donc par exemple, dans notre cas, à RISE, des agriculteurs, qui vont mettre en place des projets, des pratiques qui vont réduire les émissions et augmenter les puits de carbone. On a un organisme certifiant type RISE, mais il y en a bien sûr beaucoup d'autres, qui vient certifier scientifiquement que cette tonne de carbone a bien été réduite, et ça permet à des contributeurs de venir la valoriser en mettant un prix sur cette tonne de carbone, tout simplement. Comment est-ce que tout ça s'anime ? Parce qu'évidemment, la question qu'on se pose une fois qu'on a dit ça, c'est quel est le cadre, quelle est la réglementation pour s'assurer que ce crédit carbone, qui est quelque chose d'immatériel, a une valeur réelle par rapport au terrain. Donc, il y a un certain nombre de critères de qualité auxquels doivent correspondre les crédits carbone qui sont émis, qui sont les suivants à gauche. Donc, déjà avoir un impact réel. Il faut pouvoir prouver que le crédit carbone a eu un impact réel, qui soit mesurable, c'est-à-dire qu'il y a tout un cadre scientifique et de méthodologies scientifiques qui doivent être vérifiées pour s'assurer qu'on soit en mesure de quantifier les baisses d'émissions et la séquestration de carbone dans les puits de carbone, qu'il soit permanent. Alors, bien évidemment, une baisse d'émissions, elle est par nature permanente, puisque c'est une tonne de carbone qui ne sera jamais émise. La permanence concerne plutôt la séquestration, où là, c'est comment on s'assure de la permanence de ce qui a été mis en place pour que le carbone, une fois stocké, ne soit pas relibéré. L'additionnalité, c'est-à-dire qu'il faut être en mesure de prouver que sans le financement lié au crédit carbone, le projet n'aurait pas eu lieu, et donc la baisse d'émissions et la séquestration. L'audit par un tiers de confiance, ça c'est important également pour s'assurer qu'on ne puisse pas être jugé parti entre celui qui fait le calcul pour dire j'ai bien baissé les émissions et j'en retire un intérêt économique. Il faut que les deux soient séparés. L'unicité, il ne faut pas qu'un porteur de projet, type un agriculteur, puisse passer par RISE pour valoriser ses pratiques et par un autre acteur en même temps. Il faut que chaque tonne de carbone soit unique, qu'il n'y ait pas de double comptage. La transparence, c'est-à-dire que associé à ce crédit carbone, on puisse d'une part avoir toutes les informations liées au projet sur ce qui a été fait, et d'autre part être enregistré sur un registre public que tout le monde peut consulter. Et conservateur, évidemment, puisque l'objectif, c'est de matérialiser une tonne de carbone, donc il faut que dans les calculs, un certain nombre de règles soient conservatrices pour s'assurer de la véracité de cette tonne de carbone. Et donc, pour vérifier ces critères,
il y a un certain nombre d'acteurs qui ont créé des cadres de certification. Un cadre de certification, ça va définir d'une part la méthodologie, c'est-à-dire quels sont les documents à fournir pour vérifier l'additionnalité, la permanence, etc. Dans quel ordre on va faire les choses, et le cadre scientifique qui permet de mesurer dans chacun des cas. Donc, les crédits carbone, il y en a sur plein de technologies, on va le voir après, sur plein de types de solutions. Chaque type de solution a aussi son cadre scientifique pour s'assurer des aspects mesurables, conservateurs, vérifiables, etc. Donc aujourd'hui, il y a plein de cadres qui existent, des cadres internationaux. Les plus connus, ils ont été cités dans le chat, Vera, Gold Standard ou CDM. Il y a des cadres issus d'institutions nationales, par exemple le label bas carbone en France, et des cadres indépendants comme RISE ou d'autres, qui du coup ont développé leur propre méthodologie et s'appuient sur leur propre cadre scientifique. Une autre vue du marché volontaire du carbone, finalement, c'est entre le porteur de projet et les contributeurs, on va avoir tout un tas d'acteurs et d'intermédiaires qui ont des rôles à jouer différents. Donc, on va avoir bien sûr les États qui ont un rôle de régulation et qui sont les hôtes des projets. On va avoir les cadres que j'ai cités, les auditeurs qui, eux, du coup, s'inscrivent dans une étape de la méthodologie qui est la vérification, les facilitateurs financiers. Donc là, on va parler des brokers ou des marketplaces qui ajoutent du coup la mise en relation entre les contributeurs et les porteurs de projets. Et les facilitateurs techniques, puisque du coup, je l'ai mentionné, il y a tout un contexte scientifique qui est assez complexe, qui eux, du coup, vont plus être des experts sectoriels sur la modélisation des bilans carbone, et des émissions et séquestration de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, c'est un schéma un graphique de la Banque mondiale datant de 2021. Ça vous donne un peu une idée de qu'est-ce qui se fait autour du marché carbone volontaire. Donc, comme on peut le voir, il y a beaucoup de types de solutions qui font l'objet d'émissions de crédit carbone. Donc, on va avoir des projets de reforestation, hein, c'est l'extrême majorité de ce qui se fait sur le marché. Des projets autour des énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, le biogaz, etc. Et des projets plus orientés nature, comme par exemple ce qu'on fait nous chez RISE sur l'agriculture régénérative. Un dernier point, et après, ça sera fini sur cette partie crédit carbone, et on passera au concret. Souvent, on me pose la question, pourquoi contribuer, compenser, qu'est-ce qu'il faut dire? Donc, il y a tout un tas de normes, de cadres normatifs qui ont été créés pour les entreprises autour de la stratégie de neutralité carbone ou de Net Zero Initiative. Souvent, c'est des stratégies qui se font en 3 étapes. Mesurer dans un premier temps son bilan carbone, dans un deuxième temps, réduire et éviter les émissions de carbone dans ma propre chaîne de valeur. Et pour les émissions résiduelles, on parlait souvent de compenser ces émissions résiduelles en finançant des projets via des crédits carbone. Aujourd'hui, on va plutôt parler de contribuer. Pourquoi ? Parce que compenser, la principale raison, c'est que compenser laisse entendre que la neutralité carbone est possible à l'échelle d'une entreprise. Or, et ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre et qui est détaillé très largement dans la Net Zero Initiative par Carbone 4, vous avez le lien sur la page là, la seule neutralité carbone qui existe scientifiquement est à l'échelle planétaire. Scientifiquement, c'est le seul moyen de pouvoir affirmer qu'on est neutre en carbone. À la rigueur, au niveau d'un État, si on mesure toutes les émissions sur un territoire et qu'on les compare à la séquestration sur ce même territoire. Mais à l'échelle d'une entreprise, vous allez faire votre bilan sur votre scope 1, 2 et 3, et là-dedans, vous allez compter beaucoup des émissions indirectes en amont et en aval. Si vous contribuez, si vous compensez avec un crédit carbone, potentiellement, ce crédit carbone matérialise aussi des tonnes de carbone économisées dans le futur, selon ce que vous achetez. Il y a différents modes. Donc, en fait, on parle de choses qui ne sont pas comparables à l'échelle d'une entreprise. Donc, toutes les communications autour des produits neutres en carbone, il faut y faire attention parce que scientifiquement, ça n'a aucun sens. Donc, c'est plus logique et plus vertueux de parler de contribution à l'effort climatique et de contribution à des projets que de compensation. Donc, je ne sais pas, sur cette partie un peu générique sur les crédits carbone, est-ce que j'ai répondu à certaines questions et est-ce qu'il y en a
Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, j'entends parler du scandale du Guardian, c'est une très bonne question, mais je l'aborderai peut-être sur la suite. Et on en a une deuxième, du coup, de Gabriel. Est-ce que vous faites la différence en termes de valeur monétaire entre les crédits de non-émission et ceux de séquestration, sachant qu'ils ont des valeurs d'effort et de permanence différentes? Non, mais c'est une demande du marché, effectivement. Mais un crédit carbone peut matérialiser les deux, l'un, l'autre, ou la somme des deux. Dans notre cas, c'est la somme des deux qu'on fait nous chez Rise. Sachant que plus on va, comme on est sur un marché volontaire, c'est basé sur la confiance, et donc on a des entreprises qui veulent contribuer, qui veulent avoir des besoins, qui veulent par exemple investir que sur de la séquestration. Nous, on a des clients qui nous demandent ça, du coup charge aux porteurs de projets, aux développeurs de projets comme nous, d'être le plus transparent possible sur ce qu'il y a derrière leur crédit carbone. Et donc, dire effectivement, ce crédit carbone correspond que à de l'émission, que à de la baisse d'émission ou de la séquestration. Mais après, un crédit carbone reste un crédit carbone. Et si vous estimez que la séquestration vaut plus que la baisse d'émission, vous pouvez le valoriser autrement sur le marché. Mais il n'y a pas de différence, c'est pas deux catégories séparées, si vous voulez. Ok. N'hésite pas à nous confirmer, Gabriel, si ça répond bien à ta question. Et du coup, pour la question d'Elena, on la prend plus tard, c'est ça? Pour la question d'Elena, c'est une très bonne question. Je pense qu'il faut que je plonge un petit peu plus dans ce que fait Rise pour pouvoir y répondre de la meilleure des manières, puisque ça va répondre en partie à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les terminologies générales? Pour l'instant, j'ai pas l'impression. A priori, c'est super clair et précis pour mon niveau, nous dit Mathilde. Donc, en tout cas, super. On peut avancer. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à continuer à poser des questions. Du coup, là, je vais présenter plus en détail, nous, Rise, notre approche. Donc, nous, on est un acteur qui va être du coup entre le porteur de projet et les acheteurs. Et notre objectif, on est concentré sur un seul secteur, qui est l'agriculture régénérative. Donc, notre objectif, c'est d'accélérer l'adoption de l'agriculture régénérative via la finance carbone, avec une approche différenciante sur les aspects digitaux et scientifiques. Donc, avant de parler de Rise, je vais faire un bref rappel des enjeux autour de l'agriculture, parce que c'est quand même important aussi d'essaimer le message et que tout le monde en soit conscient. Premièrement, sur l'aspect carbone, l'agriculture, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre au niveau global. Et en Europe en particulier, c'est assez surprenant, souvent les gens ne le savent pas, c'est le premier potentiel de puits de carbone naturel en Europe. Donc devant les forêts, voilà. Donc c'est notre premier potentiel de puits de carbone. Et donc au niveau européen et national, les stratégies sont écrites pour un objectif à 2050 d'arriver à la neutralité, et donc de baisser de 50% les émissions au niveau du secteur agricole et d'augmenter x2 la capacité des puits de carbone. Donc il y a déjà, sur l'aspect purement climatique, un gros enjeu au niveau de l'agriculture. Mais bien évidemment, l'agriculture, c'est pas que le climat, c'est avant tout ce qui nous nourrit. Et donc c'est aussi un enjeu pour notre sécurité alimentaire de demain. Aujourd'hui, on est 8 milliards sur la planète. On était 6 milliards il y a 10 ans, on sera 10 milliards en 2050. Donc, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions pour assurer la pérennité du secteur agricole. C'est aussi la biodiversité. L'agriculture ne fonctionne que dans des sols vivants. Les sols fertiles sont fertiles que s'ils sont vivants. On a un quart de la biodiversité mondiale qui est contenue dans les sols. Et c'est la préservation de l'eau, que ça soit tant dans la gestion efficace de l'eau, qui va être un sujet de plus en plus important, que dans la qualité de l'eau sur les intrants chimiques et les pesticides qu'on utilise dans l'agriculture. Donc aujourd'hui, face à tout ça, c'est un secteur qui est en danger, à la fois en étant soumis aux aléas climatiques, sécheresse, vagues de chaleur, etc. Donc je vous fais pas le tableau, je pense que tout le monde en est conscient. Et aux aléas macroéconomiques, puisque c'est aussi un secteur qui est dépendant aux énergies fossiles. Faut savoir que toute la fertilisation azotée qui est utilisée dans l'agriculture est très dépendante aux énergies fossiles, la consommation de carburant.
On est dans une fuite en avant où en fait plus on pratique l'agriculture intensive, plus on va avoir des baisses de rendement à court terme, dû à la dégénération du sol que ça génère. Et ces baisses de rendement couplées à ces aléas, ça encourage une volatilité extrême autour du secteur, que ce soit en amont comme en aval. Donc on a vraiment un enjeu très fort à agir. Et la solution que nous, on essaie d'accélérer chez Rise, c'est la transition vers l'agriculture régénérative. En 2 mots, puisque ce n'est pas forcément l'objectif de vous faire un cours d'agronomie et d'agriculture régénérative. En 2 mots, l'agriculture régénérative, elle a pour objectif, elle consiste à mettre en place un certain nombre de leviers. Donc ça va être couvrir les sols, diversifier les espèces et les habitats naturels, réduire le travail du sol, réduire le labour, passer plutôt sur du travail simplifié du sol en surface, en travail superficiel, réduire absolument la fertilisation minérale. Il faut savoir que les engrais azotés qui sont utilisés pour la fertilisation émettent du N2O dans l'atmosphère, qui est 250 fois plus puissant en termes de gaz à effet de serre que le CO2. Donc voilà, l'agriculture régénérative, ça consiste à mettre en place progressivement une transition vers ces pratiques-là, donc c'est-à-dire de mettre en place des couverts intermédiaires, de diversifier les cultures avec de l'insertion de légumineuses, de passer sur une fertilisation organique plutôt qu'une fertilisation minérale. Et ça va avoir l'impact de régénérer les sols à long terme. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc régénérer les sols via la régénération de la biodiversité, évidemment. Évidemment, de séquestrer un maximum de CO2, puisque toutes ces techniques-là permettent d'apporter de la matière organique au sol. Donc cette matière organique au sol, elle sert à la fois de carburant pour la biodiversité et aussi de puits de carbone. C'est ça qui permet d'absorber le carbone et de réduire les émissions. Je l'ai cité sur la fertilisation organique, la consommation de carburant, etc. Et le fait de protéger nos sols, de les couvrir, ça protège aussi nos nappes phréatiques. Ça protège nos nappes phréatiques des nitrates qui peuvent y descendre via l'agriculture, donc ils font office de piège à nitrates. Et la rétention d'eau. Il faut savoir que des sols couverts vont être beaucoup plus résistants à une sécheresse en été, puisqu'ils auront aussi favorisé l'humification des plantes et la rétention d'eau. Et tout ça, à long terme, l'enjeu, c'est d'assurer la pérennité économique, à la fois pour nos agriculteurs et pour nous, consommateurs, puisque qui dit régénération des sols, dit qu'on sera en mesure de produire une alimentation à un coût acceptable pour la société. Et de redonner du sens aux agriculteurs, c'est extrêmement important, qui aujourd'hui sont pressés de toutes parts sur le sujet. On les accuse de détruire la planète, tout en leur en demandant beaucoup plus de rendement en même temps. Donc sans ce type de levier, c'est pas possible. Et malheureusement, ou en tout cas c'est la réalité, il y a beaucoup de facteurs qui limitent l'adoption. Premièrement, beaucoup d'investissements nécessaires, que ce soit du matériel, achat de nouveaux matériels ou adaptation du matériel existant, et un besoin très fort de formation et d'accompagnement auprès des agriculteurs, parce que basculer vers une agriculture régénérative, c'est beaucoup plus complexe que de labourer et de fertiliser et de mettre des pesticides, si je schématise très grossièrement. Il va falloir s'intéresser à la dynamique de son sol, savoir quelles espèces mettre pour quel objectif. Ça a un coût d'achat de nouvelles semences, de basculer vers une fertilisation organique. Donc, c'est des nouveaux coûts également. Donc, ça nécessite un fort accompagnement qui, du coup, est un investissement en temps et en argent pour les agriculteurs. Et ça présente aussi beaucoup de risques à court terme, puisque quand on va basculer vers ce type d'agriculture, on va observer des baisses de rendement à court terme, puisqu'il faut en moyenne 5 à 10 ans pour qu'un sol se régénère vraiment et qu'on atteigne les seuils de rendement supérieurs à ce qu'il fait dans l'agriculture conventionnelle. Et ça nécessite pour les agriculteurs de complètement transformer leur business model, c'est-à-dire potentiellement de produire des nouvelles, de changer de système de production, de changer de production, donc d'aller vers des nouvelles filières, une diversification de leur source de revenus. Et donc tout ça, ça ne se fait pas sans risque. Donc les agriculteurs ont besoin de contributions et c'est là que nous, au Rise, on intervient avec une approche assez novatrice sur le marché. Notre approche, c'est d'un côté de simplifier le parcours pour les agriculteurs,
puisque c'est vraiment complexe pour un agriculteur de se projeter sur un financement carbone et crédit carbone. Et de l'autre côté, de garantir la qualité et la transparence pour les contributeurs, qui, comme on a vu plus haut, est un critère essentiel pour les marchés du carbone volontaire. Et donc, en 3 étapes, concrètement, notre activité, c'est une plateforme intuitive qui permet à un agriculteur de faire son bilan carbone et de modéliser son projet pour obtenir en quelques minutes son potentiel de financement en crédit carbone. Sur la base du coup, derrière la plateforme, on a nos calculateurs qui sont au niveau des meilleurs modèles scientifiques du marché. Et en deuxième étape, une fois que l'agriculteur s'est engagé, a mis en place ses pratiques, on vient vérifier ces pratiques avec une technologie d'une part de télédétection par satellite, couplée à des modèles d'intelligence artificielle qui nous permettent de visualiser sur l'ensemble de l'année culturelle la couverture des sols. Une deuxième couche d'audit documentaire par les équipes de RISE qui viennent s'assurer qu'en face de chaque élément structurant du bilan carbone, on a un document justificatif. Et une troisième couche d'audit externe. On travaille avec un auditeur externe qui vient contre-vérifier 100% des dossiers qu'on fait pour s'assurer que l'ensemble des documents justificatifs correspondent aux inputs du calculateur et donc d'avoir un calcul qui est précis et fiable. Et nous, on vient à partir de là, annuellement, émettre nos certificats carbone RISE. Et ça, c'est aussi un gros différenciateur par rapport à ce qui se fait sur le marché. C'est que nous, on vient produire des certificats vérifiés de manière annuelle. Il y a plusieurs façons d'éditer des certificats. Souvent, ça va être une projection à un long terme. C'est-à-dire, on vient faire une estimation de base et une projection à 5 ans, par exemple, et on vient vérifier au bout des 5 ans les pratiques effectives. Nous, on a pris un parti différent pour l'agriculture, puisqu'en fait, aucun agriculteur n'est capable de prédire ses rendements à 5 ans. Donc, nous, on vient vérifier annuellement le réel et communiquer en toute transparence, vu qu'on a le lien direct avec l'agriculteur, tous les éléments sur le projet. Donc voilà au global l'activité de RISE. Du coup, pour creuser un peu très rapidement sur la partie bilan carbone, concrètement, comment ça marche? Nous, il y a un certain nombre de données qu'on doit acquérir de l'agriculteur pour faire le bilan carbone, donc le type d'exploitation, les fichiers qui sont communiqués à la PAC, la politique agricole commune, pour avoir l'assolement, les rendements, les intrants qui sont utilisés, les pratiques sur le travail du sol, l'irrigation, la gestion des résidus. Voilà, il y a un certain nombre de données que nous, on va acquérir. C'est assez complexe pour les agriculteurs de fournir toutes ces données. Donc, c'est pour ça qu'on a monté notre plateforme qui permet d'avoir, d'une part, un recueil automatisé sur les fichiers PAC, les analyses de sol, et d'autre part, une saisie assez intuitive pour préciser les rendements, l'irrigation, les pratiques de travail de sol, etc. On a listé tous les critères et les inputs importants et on a essayé de les présenter de manière la plus intuitive possible. Ce qui fait que le résultat, c'est qu'aujourd'hui, en moins d'1 heure, je peux, en tant qu'agriculteur, faire mon bilan carbone de manière précise, voir l'impact de mon projet, simuler si je veux ajuster des paramètres et avoir mon potentiel de financement. Donc, c'est 20 fois plus rapide que la norme sur le secteur. Et derrière, c'est là où toute notre expertise scientifique chez RISE entre en compte, j'en ai parlé. C'est à la fois, derrière la plateforme, on va avoir des modèles de calcul, sachant qu'on est en pleine R&D pour aussi automatiser des indicateurs sur la biodiversité et l'eau. Donc, ne pas avoir uniquement des crédits carbone qui matérialisent une tonne de CO2, mais qui matérialisent aussi un impact sur la biodiversité et l'eau. Donc ça, c'est la R&D qui est en cours. Et ce système de vérification qui est basé sur les 3 briques, satellite, documentaire et externe. Donc, voilà un petit peu pour RISE, nos activités en général et les enjeux autour de ces activités. Est-ce que vous avez, je vais peut-être regarder dans le chat s'il y a quelques petites questions. Oui, il y a pas mal de questions qui sont tombées dans l'onglet questions justement. Je crois qu'il y en a 4 ou 5. La première, c'est de ce que je comprends, vous vérifiez les pratiques sans faire de mesures in situ.
Alors, justement, les mesures in situ sont faites via les analyses de sol. Là, on rentre un peu dans le détail technique, mais pour pouvoir rentrer dans le programme RISE, il faut idéalement avoir des analyses de sol, donc fournies par l'agriculteur, qui vont donner le pH, le rapport C/N, etc., donc la composition du sol. Plus on va mettre, donc nous, notre système, il est incitatif pour avoir un maximum d'analyse de sol. Pourquoi Parce que moins il y a d'analyse de sol, plus on va appliquer des rabais de conservation au niveau du calcul. C'est-à-dire que si l'agriculteur ne met aucune analyse de sol, nous, on va émettre 10% de certificats en moins par rapport au calcul. Sachant que si on n'a pas d'analyse de sol, nous, on se base sur les bases de données de l'ADEME qui donnent une composition moyenne régionale du sol. Donc ça, c'est le premier point sur l'estimation initiale. Ensuite, sur la vérification, vérifier in situ, alors bien sûr, à la fin de l'année culturelle, s'il y a de nouvelles analyses de sol, on les prend également. Sur la vérifier in situ, en fait, est moins efficace que de vérifier par satellite. Parce que par satellite, vous allez avoir une image sur l'ensemble de l'année culturelle. Si vous venez à un instant T, constater ou non la présence de couverts ou la présence de telle ou telle espèce, il va falloir venir X fois dans l'année en fonction du projet agronomique de l'agriculteur pour pouvoir vérifier les pratiques. Nous, via la télédétection par satellite, ça nous permet d'avoir l'image sur l'ensemble de l'année et de pouvoir confirmer la présence ou non de couverts intermédiaires et l'assolement, c'est-à-dire les espèces qui ont bel et bien été cultivées ou non. Sachant que derrière, le contrôle qui est fait, c'est un contrôle documentaire. Donc, on demande pour chaque élément déclaratif, chaque input du modèle de calcul, un document justificatif, type facture de carburant, type cahier d'enregistrement, type ce qui peut sortir des systèmes de FMS, etc., selon ce que l'agriculteur est capable de produire. Donc voilà, donc, le contrôle in situ, si vous voulez, serait pas efficace, en plus de pas forcément être nécessaire. Ok, n'hésite pas à nous dire si ça a répondu à ta question. On avait une autre qui était comment valoriser les acteurs qui sont déjà impliqués, parfois depuis longtemps, dans les pratiques écologiques. Parce que malgré tout, avec ce système, on aide financièrement les acteurs connus pour les pratiques polluantes et non écologiques. C'est une super question et dont on discutait avec toute l'équipe pas plus tard qu'il y a une heure. C'est une très bonne question parce que souvent on a des retours d'agriculteurs qui nous disent moi j'ai déjà mis en place des choses mais avec vous je gagne pas d'argent. C'est une très bonne remarque. Ce système du coup de crédit carbone est plutôt incitatif pour les mauvais élèves malheureusement, mais intrinsèquement il matérialise des tonnes de CO2 en moins, donc on peut pas faire autrement avec un système de crédit carbone. Nous RISE on est pionniers sur une nouvelle approche qu'on n'a pas encore, l'offre n'existe pas encore mais va sortir très bientôt. Qu'on appelle Carbon Sink, comme puits de carbone, pour permettre de valoriser les agriculteurs qui rendent aujourd'hui ce service-là à la société et qui sont déjà stockeurs nets de carbone. On est en train de valider les modèles scientifiques derrière pour pouvoir valoriser cette séquestration de carbone. Et l'idée sera de pouvoir valoriser ça auprès de contributeurs, mais peut-être pas sous la forme d'un crédit carbone, du coup. Vu que là, on sort du cadre des crédits carbone. Donc, ça sera plutôt quelque chose qui s'apparentera à une subvention, une contribution financière. Et donc, c'est une très bonne question, c'est un très bon point, et c'est un point qui est clairement dans notre map à court terme. Trop bien. On a encore beaucoup de questions. Je ne sais pas si on a trop le temps de toutes les prendre, mais alors peut-être pour enchaîner, on en a sur les cadres, sur comment on se positionne par rapport aux autres cadres. Si je peux prendre celle-là, après d'autres. Sur le cadre. Alors effectivement, c'est un choix fort de la part de RISE de ne pas évoluer dans le cadre du label bas carbone. Alors il faut savoir que les méthodologies autour de l'agriculture régénérative sont assez récentes. Et comme vous l'avez vu sur le graphique tout à l'heure, voilà, on a un niveau de maturité sur tout ce qui est projet de reforestation et autres sujets, mais assez peu aujourd'hui sur l'agriculture. Donc, il y a
des premiers pas qui ont été faits avec le label bas carbone en France, qui a défini une méthodologie sur la grande culture. Et donc, nous, historiquement, Rise, on s'est construit pour être label bas carbone. Et on a fait un choix fort de sortir du label bas carbone pour 2 raisons. La première raison, c'est l'opérabilité de la méthode, parce qu'en fait, on a été heurté à un très gros frein d'acquisition d'agriculteurs, dans la mesure où, pour entrer dans le label bas carbone, il faut produire 3 ans d'historique de données et produire des documents justificatifs sur un certain nombre d'éléments qui impactent très peu en fait le bilan carbone et l'émission de certificats. Donc par exemple le carburant. Le carburant, c'est significatif sur l'empreinte carbone, mais c'est assez peu significatif en termes de delta entre une année de référence et une année de projet. Or, dans la vraie vie, il n'y a quasiment aucun agriculteur qui est capable de produire une facture de carburant précise, et encore moins en décrivant, comme c'est demandé, sur quel type de machine, type A, type B, type C, etc. Puisque dans la vraie vie, c'est le tracteur du voisin qui vient donner un coup de main, ou alors c'est sous-traité, etc. Ou c'est pas forcément tracé. Donc, il y avait un certain nombre de freins en termes d'opérabilité de la méthode. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a levé ces freins-là sur l'acquisition des données, en face du coup des données où on pourrait être éventuellement moins 10 ans en termes de précision de calcul. On applique des rabais sur les certificats qu'on va émettre, qui permettent en fait de prendre une sécurité par rapport au manque de précision qu'on pourrait avoir par rapport à cette méthode-là. Et sinon, sur la partie modèle de calcul, comme vous pouvez le voir à l'écran, nos modèles ont été construits pour être autour du label bas carbone. Donc en fait, on est 100% conforme sur la partie calcul des émissions, calcul de séquestration et vérification. Donc pour nous, le deuxième avantage, c'est que le label bas carbone, mais on pourrait dire la même chose de Verra et Gold Standard, fonctionne sur une logique qu'on appelle ex ante. C'est-à-dire que vous allez monter un dossier et émettre des certificats sur la base d'une projection à 5 ans. Et ça, pour nous, ça n'avait pas de sens pour l'agriculture, puisque, comme je l'ai dit, une exploitation agricole va changer du tout au tout d'une année sur l'autre. Donc, c'est aussi pour pouvoir avoir cette logique ex post et garantir mieux la qualité qu'on est sorti du label bas carbone. Donc après, c'est aussi un choix de l'entreprise et donc à nous d'expliquer aux acheteurs et aux contributeurs notre choix et pourquoi on l'a fait. Et après, comme c'est un marché volontaire, c'est basé du coup sur la confiance. Ok, très clair. Est-ce que ça te va de passer à la dernière partie et ensuite on reviendra sur les questions, sinon on va être un peu short. Yes. Donc, Immedia Center, c'est un de nos clients qui a bien voulu communiquer avec nous pour ce webinaire. Donc, c'est une régie publicitaire spécialiste de la communication en magasin, en centre commercial. Une trentaine de collaborateurs, surtout avec un fief historique à Lille et un bureau à Paris, qui font du coup des écrans en hypermarché, supermarché, donc en particulier Auchan, de la distribution d'échantillons et des opérations événementielles. Voilà un petit peu pour la description du client. Et clairement, eux se posent l'intérêt de cette stratégie bas carbone. Pour eux, c'est une question déjà de concrétiser leurs valeurs environnementales et sociales et de pérenniser aussi l'activité de l'entreprise, puisque voilà, une activité publicitaire en tant que telle émet du CO2. Et à terme, ils souhaitent être sûrs de pouvoir pérenniser leurs activités auprès de leurs clients en s'assurant de pouvoir prouver leur engagement envers l'effort climatique. Et c'était du coup la démarche d'avoir le premier calcul des émissions réelles pour savoir déjà d'où ils partaient sur toutes leurs activités. Et ensuite, pouvoir mettre en place un outil qui leur permettrait de suivre l'évolution annuelle de leur bilan carbone et identifier où sont leurs leviers d'action pour ensuite, du coup, s'engager dans une optique de contribution. Donc, ils ont réalisé un premier bilan avec un des partenaires d'Indigo et un de nos partenaires également, qui est Axio, sur leur scope 1, 2 et 3.
Ils ont identifié les leviers que je vais présenter et mis en place cet outil de reporting. Leur bilan de carbone, du coup, a commencé en 2020. Ils sont à 490 tonnes, qui a été stable sur 2020, 2021, 2022. Sachant qu'ils m'ont précisé sur la partie 2022 qu'il y avait une augmentation liée surtout à l'affinage de la méthode de calcul plus qu'aux leviers qui ont été mis en place. Et concrètement, c'est une entreprise qui a un bilan carbone qui est structuré autour de 2 piliers. 60% vient des écrans publicitaires, en tenant compte de l'ensemble du cycle de vie, de la production, livraison, fonctionnement, fin de vie, et 40% liés aux autres activités, donc sur la partie échantillonnage, événementiel, et sur l'activité, bien évidemment, des collaborateurs dans les bureaux. Donc, ils ont obtenu ce détail-là, bien plus détaillé que ce qui est présenté là, sur ces 490 tonnes de CO2, et pris l'initiative de mettre en place un certain nombre de leviers pour réduire ces émissions. Donc, sur la partie écran, c'est assez complexe parce que finalement, ils ont pas la main sur la partie production en amont, qui représente la majeure partie de ce levier-là. Donc, à long terme, ils envisagent de travailler sur le sourcing de ces écrans pour aller chercher des fournisseurs qui offriront des garanties sur ce sujet-là. Et à court terme, ce qu'ils ont mis en place de leur côté travaille surtout sur la consommation d'énergie de ces écrans et la gestion de la fin de vie. Donc, ça va être mise en veille des écrans de 13h sur 24, de la maintenance préventive pour essayer d'allonger la durée de vie, réduire la taille des écrans, réduire la luminosité, approvisionner les écrans en énergie renouvelable. Et sur les autres leviers, ils ont beaucoup travaillé à la fois sur la formation de leurs collaborateurs et sur des actions concrètes au niveau des bureaux pour avoir mis en place le tri, mis en place du télétravail, prime à l'achat d'un vélo. Ils ont fait former 100% de leurs collaborateurs à la fresque du climat. Donc voilà, il y a une vraie démarche qui est mise en place avec une volonté de concrétiser cet engagement, mais bien conscient que ça ne serait pas suffisant. Ils ont aussi voulu engager la troisième étape, qui est la contribution. Et donc, c'est là que Rise est intervenu. Ils avaient pour objectif dans leur contribution, et souvent, nous, Rise, c'est pour donner un peu un cas concret, mais les clients, les entreprises ont des objectifs bien précis en fonction soit de leur activité, soit de leur localisation. Et donc, dans le cas de Immedia Center, leur cahier des charges, c'était bien évidemment, étant donné qu'ils travaillent essentiellement avec des marques alimentaires, avoir une stratégie de contribution qui soit cohérente avec leur activité et donc se tourner vers des projets agricoles, de telle sorte, du coup, à contribuer à la pérennité de leurs clients, donc à leur propre pérennité, c'est un peu la logique. Et qui plus est, l'intérêt pour eux d'aller vers le secteur agricole, c'était de pouvoir aller vers un projet local, proche de leur fief historique dans les Hauts-de-France. Et du coup, aussi, et c'est ce qui les a fait choisir en partie Rise, d'avoir une transparence et la possibilité de créer du lien avec l'agriculteur et les équipes, que ce soit les équipes et les clients. L'idée, c'est que cette stratégie-là puisse être fédératrice pour les clients comme pour les équipes Immedia Center, qui puissent, à terme, on est en train d'organiser ça avec eux, mais potentiellement rencontrer l'agriculteur, aller sur la ferme, etc. Donc, voilà, c'était ça qu'ils venaient chercher avec nous. Du coup, aujourd'hui, on leur a proposé de contribuer au projet d'Emeric, qui est un agriculteur dans les Hauts-de-France, qui est déjà engagé depuis 2020 et qui a mis en place un méthaniseur, je pourrais en dire un petit peu plus, qui fournit aujourd'hui du biogaz à 3000 fois, de l'énergie renouvelable à 3000 foyers, qui est une ferme à haute valeur environnementale. Qui du coup avait besoin de financement via les crédits carbone, via Rise, pour du coup valoriser ce service rendu à la société. Et du coup, on a connecté Immedia Center
à ce beau projet d'Emeric qui est ici. Donc là, je pensais un peu sympa de rentrer un peu plus sur un projet, que vous voyez un peu plus concrètement à quoi ça peut ressembler. Donc, ça, c'est le projet d'Emeric qui s'appelle, la ferme s'appelle La Motte de Terre, qui a donné lieu du coup à 467 certificats carbone sur l'année, pour la première année de projet 2022, sachant que ça continuera au fil de l'année. Du coup, c'est une exploitation de 320 hectares qui cultive du blé, des pommes de terre, de la betterave, voilà, un échantillon assez varié, et qui a la particularité d'avoir investi en 2020 dans un méthaniseur. Alors, méthaniseur, ça permet de venir récupérer tous les déchets agricoles, ou même carrément de mettre en place une culture qu'on appelle les cives, les cultures à valeur énergétique, pour alimenter ce méthaniseur, qui va digérer quelque part ces déchets et produire du biogaz, d'une part, et d'autre part, un digestat. Le digestat, finalement, c'est un concentré de matière organique qui a été essoré après avoir été digéré par le méthaniseur. Et donc là, on rentre dans une boucle circulaire, d'économie circulaire, puisque ces déchets qui sont récupérés permettent à la fois de faire de l'énergie renouvelable pour 3000 foyers autour de l'exploitation, et de récupérer ce digestat pour l'utiliser comme fertilisation organique pour l'exploitation d'Emeric en elle-même. Et donc, c'est cette partie-là que nous, Rise, on est venu valoriser. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a eu 888 tonnes de CO2 économisées dans notre estimation, qui a été liée à la fois à l'augmentation de la fertilisation organique. Donc, ce digestat a permis d'apporter de la matière organique au sol, donc de séquestrer du carbone, et de remplacer un fertilisant minéral, donc de réduire la quantité d'azote apportée au sol, et donc de réduire les émissions. Et donc, vous pouvez voir dans le bilan, concrètement, on a 120 tonnes qui viennent de la réduction d'émissions et 761 tonnes qui viennent de l'augmentation de la séquestration dans le sol. Donc voilà le type de projet sur lesquels on va travailler. C'est plutôt un bon exemple, mais voilà, aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de projets de ce type-là, dont beaucoup sont en recherche de contributeurs si certains sont intéressés. Cool, chouette. Bah, hyper bien d'avoir pu voir ce cas concret. Effectivement, moi perso, je comprends beaucoup mieux pas mal des étapes de comment ça se met en place. On a une question là directe sur cette slide de Charlotte qui n'a pas bien compris comment est-ce que sont calculés les 467. C'est normal. Du coup, je parlais tout à l'heure de l'aspect conservateur des crédits carbone. Donc nous, le résultat de notre calcul, c'est 888 tonnes de CO2. Face à ça, nous, on vient prendre un certain nombre de rabais de sécurité, en fait, pour garantir le critère conservateur du crédit carbone. Donc, il y a des rabais qui sont liés, pour couvrir la non-permanence, le risque de non-permanence, puisque la particularité de l'agriculture, c'est pas comme quand on plante un arbre. L'arbre, une fois qu'on l'a planté, il va rester là. L'agriculture, il y a un risque que dans 5 ans, dans 10 ans, pour X raisons, le sol prenne feu, il y ait un acte malveillant ou ce genre de choses qui va libérer le carbone qui a été stocké dans le sol. Donc, pour couvrir ce risque-là, on prend, il y a 20% du résultat, donc 20% des 888, que déjà on garde et on n'émettra jamais. Et il y a 10% qu'on garde, qu'on met dans un compte régulateur et que l'agriculteur récupère au bout de 5 ans, en 6e année. Donc ça fait déjà 30% d'écart. Et ensuite, on va avoir des rabais supplémentaires qui sont liés à si on a des analyses de sol ou pas, et si on a mis 3 ans ou 1 an d'historique ou pas. Donc, du coup, au total, ici, vous voyez que ça a un impact quand même assez important. On passe de 888 à 467. Mais ça, quelque part, c'est notre garantie qualité RISE qui nous permet de nous assurer que quand on vend à un client 467 certificats, ça correspond à du réel qui a été fait et qui est sûr. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Dis-nous, Charlotte, dans le chat.
Oui, elle a dit top, merci. On a une question de Karen. J'ai l'impression que Karen s'identifie assez bien à Emric, du coup, qui demande quelle somme ça va représenter en reçu. Et j'en profite aussi pour poser une deuxième question, parce elle en a mis pas mal, qui était est-ce que les projets d'agriculture biologique sont pas... Ah non, pardon, excuse-moi, c'est pas celle-là. Ah oui, est-ce que vous travaillez avec des producteurs et contributeurs d'outre-mer? C'est une bonne question. Alors la deuxième, elle est plus rapide. Non, pas pour l'instant. Mais c'est loin d'être exclu. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire là-bas. Mais pas pour l'instant. Et la première question, c'était sur les prix, c'est ça? Ouais, exactement, la somme reçue par Emric. Alors, du coup, la somme reçue par Emric, c'est très simple. Nous, on vend 50 euros la tonne de carbone, ce qui est assez faible compte tenu de notre qualité par rapport. En fait, c'est le prix moyen du marché sur l'agriculture régénérative aujourd'hui, sachant que nous, voilà, on a aussi une approche qualité supérieure. Et l'objectif, c'est de rendre au maximum à l'agriculteur. Donc, nous, il n'y a pas d'intermédiaire entre Emric et nous. Donc, on peut lui rendre 35 euros la tonne. Après notre commission du coup de 15 euros. Donc là, vous pouvez faire 35 fois 467 et ça vous donnera l'estimation du montant perçu par Emric. Parfait. Et du coup, tu réponds à la dernière question. Est-ce que les prix de la tonne est transparente? Donc oui, ça ne reste pas confidentiel entre le porteur de projet et le financeur. Non, nous on communique de manière transparente sur nos prix, nos marges et ce qui est rétribué à l'agriculteur. Sachant que quand on vend par des intermédiaires, on garde un prix fixe qui permet de rétribuer l'agriculteur de la même manière. Il faut savoir, je complète le propos, bien joué Charlotte, effectivement, je n'ai pas fait de tête, j'avoue. Je complète le propos par le fait que qu'est-ce que j'allais dire? Oui, sur le... J'ai un trou, je parlais du prix. Oui. Le porteur de projet et le financeur. Oui, il y a une étude qui a montré que c'est 100 euros à l'hectare pour financer une transition proprement. Par hectare, c'est très variable d'un projet à l'autre. On est entre 0,5 et 2,5 tonnes, de 0,5 et 2,5 certificats par hectare. Ça dépend le caractère ambitieux ou non du projet. Donc, je vous laisse faire le calcul. Malheureusement, aujourd'hui, les crédits carbone ne sont pas autosuffisants pour financer la transition. Donc, entre guillemets, voilà, on a tout intérêt à être transparent sur les prix et augmenter les prix un jour. Mais voilà. Ok. Et du coup, alors une dernière question. Alors, je ne sais pas si tu n'y as pas un peu répondu, mais la revente des CC, est-ce qu'elle est possible par spéculation? Enfin, Oui, avec une possibilité de spéculation. il y a des acteurs qui sont, alors pas nous, hein, mais il y a des acteurs qui sont spécialisés dans le trading. Il y a différents types d'acteurs. On va avoir des brokers qui, eux, font simple intermédiaire entre un acheteur et des porteurs de projets et prennent une commission. Et il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui se sont créés sur le marché, qui font du trading, c'est-à-dire qu'au lieu de faire de la mise en relation et de prendre une commission, ils vont acheter et revendre. Ouais. Ils achètent du stock, voilà, ils font du négoce, quoi. Ils achètent du stock et puis ensuite ils le proposent à des clients. À des fins de spéculation, honnêtement, là, je connais pas suffisamment bien le sujet pour savoir s'il y en a vraiment qui sont... Pour moi, c'est une autre manière de faire du brokerage, le trading, de les acheter et de les revendre, et du coup de faire une plus-value plutôt que de prendre une commission. Est-ce que... parce que souvent, ces acteurs-là font aussi du conseil auprès des acteurs, des acheteurs. Est-ce qu'il y a des gens qui se spécialisent dans le trading et la spéculation sur les crédits carbone? Très honnêtement, je ne connais pas. Mais sûrement. Sûrement. Trop bien. Eh ben, écoutez, je suis désolée, il y a quelques questions qu'on n'aura pas le temps de prendre parce que sinon on va trop déborder. Mais en tout cas, merci beaucoup pour toutes les réponses que tu as apportées, Victor, évidemment. Et puis merci pour votre participation à tous. Je vous remets dans le chat 2 petits liens. Le premier, c'est le programme de la formation de pilote où je vous parlais en introduction qui va servir vraiment à construire
la stratégie de transition climat de votre entreprise, et un deuxième qui est notre Indie Club qui a lieu lundi prochain sur la transformation numérique pour les DSI, data, tous ces métiers, comment est-ce qu'ils sont impactés et comment est-ce qu'on fait pour bien construire, cette transition. En tout cas, si ça te va, Victor, je mettrai le lien vers ton LinkedIn dans l'email qu'on enverra à l'event. Voilà, s'il y a des personnes qui veulent directement rentrer en relation avec toi, et je pense qu'il y en a plusieurs parce qu'il y a pas mal de questions qui étaient en suspens. Mais comme ça, pour éventuellement continuer la discussion ou en tout cas suivre les actus de Rise. Merci beaucoup tout le monde de vous être connectés et merci beaucoup Victor pour cette presse et tous ces exemples. Merci à tout le monde. Pardon, excuse-moi. Merci Indigo. Merci. Merci, très bon après-midi tout le monde.